Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire du futur des opérations consacré à la décarbonation du transport. On fait face à un chantier avec des enjeux et des challenges immenses. Bien évidemment, on peut les adresser au travers de la créativité, de l'innovation aussi bien organisationnelle que technologique, mais il me paraît aussi important de faire preuve d'audace, d'engagement et de technicité pour atteindre les enjeux qui ont été fixés à horizon 2030-2050. À ce titre, il nous a paru intéressant, au-delà des leviers traditionnels, de vous présenter des solutions innovantes, pragmatiques, rentables pour mesurer, piloter et réduire les émissions. Et pour ce faire, on a demandé à des personnes de l'industrie de venir témoigner, de venir partager leur expérience et surtout nous faire part d'actions concrètes qu'ils ont engagées et déployées au sein de leurs propres organisations. Je pense qu'on peut faire au préalable un tour de table pour présenter les différents intervenants. On commence par Louis. Bonjour à tous, donc Louis Laplace, je suis Data Product Manager au sein de la Data Factory de Servier depuis bientôt 2 ans. On y travaille à l'analyse et la collecte de données pour l'industrie, donc les équipes supply chain, de production et de qualité. Sébastien. Bonjour, Sébastien Rapp, donc moi j'ai rejoint Epicen en 2020 et je suis en charge de la distribution primaire, donc transport, entreposage et cold chain. Antoine. Donc Antoine Dussorbier, moi je suis délégué général d'iCargo Fondation, qui est un pôle data, d'innovation data IA au service de la transition énergétique et qui édite des logiciels ou des briques applicatifs pour accélérer la transition énergétique des supply chains. Parfait. Damien. Bonjour, Damien Marie, moi je suis associate partner chez Argon & Co. Je travaille depuis une quinzaine d'années dans la transformation des chaînes logistiques pour les rendre plus performantes et notamment de plus en plus et bien plus durables. Quentin. Bonjour à tous, Quentin Dominique, moi je suis principal chez Argon, j'interviens en effet aussi sur les thématiques liées à la distribution, que ce soit la logistique et le transport, qui est au cœur de cette thématique d'aujourd'hui. Pour finir, Nicolas Gélé, je suis un des directeurs associés d'Argon & Co. J'interviens depuis de nombreuses années sur des domaines supply chain et logistique, et à ce titre, j'exhorte mes clients à intégrer le développement durable comme un facteur de différenciation et de compétitivité, et en particulier sur le transport. Merci Nicolas. Eh bien, charge à moi, avant de rentrer dans les solutions innovantes et concrètes que tu viens d'évoquer et qui vont être partagées, de donner quelques éléments de contexte pour planter un peu le décor sur, au fond, les enjeux de changement climatique et du transport de fret. Donc 2 choses à retenir, au fond. La première, c'est que le transport de fret est très fortement contributeur au changement climatique. Il représente 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc c'est le premier point. Le second, c'est que c'est un secteur qui, et je pense que c'est assez visuel sur la page que vous voyez à l'écran, qui n'emprunte pas du tout la bonne trajectoire. Aujourd'hui, dans ces dernières perspectives, l'ITF prévoit que les émissions carbone augmente de ce secteur-là, augmente à peu près de 50% à horizon 2050. Dans le même temps, les accords de Paris nous disent que pour que le changement climatique soit maîtrisable, sous la barre des 2 degrés, il faudrait que ces mêmes émissions diminuent plutôt de 55%. Donc vous voyez qu'il y a quelque part, c'est diamétralement opposé. Donc voilà pour le défi du siècle, on va dire. De façon plus concrète maintenant, si on s'intéresse au fond au sujet dans sa dimension levier, alors le transport au fond il est là parce qu'il y a une demande, il est là parce qu'il y a des besoins et ce sont les entreprises qui ont ces besoins d'acheminer des marchandises pour assurer les échanges. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que c'est aussi un peu elles qui ont les clés pour décarboner. Et décarboner, oui, mais comment faire au fond? Eh bien pour nous, si on simplifie les choses, comme le disait Nicolas en introduction, il y a 3 grands défis à adresser pour décarboner. Il y a le défi de la mesure, il faut savoir d'où l'on part
pour pouvoir s'améliorer, et donc il faut s'assurer de mesurer de façon suffisamment précise et exhaustive. Il y a le pilotage. Le pilotage parce que il faut pouvoir s'engager sur des trajectoires de réduction ambitieuses, et ensuite il faut pouvoir finalement s'y coller. Et puis le troisième sujet, c'est peut-être le plus important évidemment, c'est l'activation effective des leviers de décarbonation les plus efficaces, et quelque part grâce à une mesure efficace, un pilotage efficace, c'est un moyen d'y arriver. Alors ne noircissons pas le tableau, sur ces trois défis, au fond, on peut constater que des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années, et on peut s'en féliciter. Donc sur la mesure, il y a eu un développement d'un corpus de méthodes, de standards de mesure qui permettent de faciliter cette mesure et sa mise en œuvre. Il y a eu tout un écosystème de solutions qui permettent de l'automatiser. Sur le pilotage, là, on ne peut que saluer la proportion très importante d'entreprises qui ont pris des engagements ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers la démarche SBTI. Et puis, au niveau des leviers, même si, quelque part, tout ça se fait un peu attendre, on voit bien quand même qu'il y a des technologies aujourd'hui qui sont efficaces pour décarboner et qui, progressivement, se mettent en œuvre. Je pense aux biocarburants, avec toutes les limites qui vont avec, mais malgré tout, à l'électrification ou même à l'hydrogène. Voilà, donc ça c'est pour les aspects positifs. Une fois qu'on a dit ça, on a aussi vu juste précédemment que l'enjeu il est énorme. Donc il y a pour nous, au fond, pour arriver à atteindre à concrétiser ces défis, il y a certaines limites à lever. Des limites qui touchent en termes de mesures à l'utilisation de standards qui soient suffisamment représentatifs. En termes de pilotage, la capacité à générer une mesure qui ne soit pas, entre guillemets, stand-alone, qui vive dans son coin une fois par an, etc., mais plutôt une mesure qui soit, au fond, connectée aux opérations, connectée aux leviers opérationnels, et qui permette finalement à ces acteurs qui ont la main sur la décarbonation de savoir comment agir, de savoir l'impact qu'ils ont effectif sur cette dimension. Et puis, il faut être aussi capable d'anticiper. Il faut être capable, pour piloter sa trajectoire, il faut être capable d'anticiper. Et puis, la troisième limite, qui nous semble importante, cette fois-ci plutôt sur l'activation des leviers, c'est qu'une fois qu'on a dit que les leviers, on les connaît tous, hein, voilà, les technologies, l'efficience transport, le report modal, mais une fois qu'on a dit ça, dans les faits, mettre en œuvre le report modal, pour citer cet exemple, c'est tout sauf aisé. Et aujourd'hui, on a justement des solutions qui permettent de faciliter cette mise en œuvre. Et globalement, c'est un peu ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est votre dénominateur commun, finalement, à vous tous, acteurs de l'industrie, c'est d'avoir mis en œuvre des solutions qui permettent de lever d'une certaine façon ces limites, et des solutions innovantes et concrètes, puisque vous les avez déjà mises en œuvre. C'est pour ça qu'on a souhaité vous réunir aujourd'hui. Très rapidement, on a côté Servier une data platform globale et cross-fonctionnelle dont tu vas nous parler, Louis, qui a cet intérêt majeur de réconcilier, de reconnecter finalement le reporting CO2 aux opérations. Côté Ipsen, on a travaillé ensemble, Sébastien, sur la mise en œuvre d'une mesure plus collaborative, plus précise, qui a permis d'identifier des leviers finalement pas forcément, qui n'étaient pas identifiés jusqu'ici. Et puis un outil qui permet de simuler la trajectoire et de contrôler finalement les atterrissages. Il y a un dernier sujet, le packaging cold chain, dont je te laisserai développer, qui était une solution pour le compte vraiment innovante. Pour terminer, donc, ce sera Antoine, toi qui nous présentera ce que j'appelle le report modal en 3 clics. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais au fond c'est quand même un peu ça. En tout cas un outil qui, en tout cas nous on l'utilise et qui nous facilite énormément la vie. Il faut être dans nos recherches finalement de solutions pour mettre en œuvre le report modal, donc le report route vers rail. Donc voilà pour l'agenda. Écoutez, je propose de rentrer dans le concret et Louis, te laisser la parole pour cette fameuse data platform. Merci beaucoup. Donc en effet, pour un peu de contexte, Servier a un réseau de production et un réseau de distribution assez complexe.
On a environ 16 sites de production répartis à travers le monde. On a plus de 150 pays dans lesquels on livre des médicaments. Et donc, tous ces sites de production, toutes ces filiales vont avoir en fait leur propre système d'information, leur propre process et leur propre spécificité. Pour avoir une vision end-to-end de ce qui se passe, c'est un vrai défi pour le groupe. Et donc, au-delà de gros projets de transformation de type uniformisation des systèmes d'information, de RP, etc., Servier a investi assez fortement dans une data platform. L'intérêt de cette data platform, en fait, c'est d'essayer de donner cette vision centralisée en centralisant toute la donnée autour de ce qu'on a appelé des business views. Si tu passes à la slide suivante, le principe, c'est qu'on va récupérer de la donnée de plein de RP, que ce soit les ERP des sites de production et des filiales, et on va les uniformiser, les harmoniser, une codification unique en anglais, des termes métiers. Donc c'est ce qu'on va appeler des business views. Le principe, c'est que c'est vraiment des tables orientées par le métier, architecturées autour d'une réalité métier. Et sur ces tables-là, on va construire différents produits. Donc, on a commencé sur des sujets de traçabilité de l'eau, des sujets de pilotage de stock, mais évidemment, le sujet pour lequel on est aujourd'hui était dans la liste de ce qu'on souhaitait faire, le pilotage des émissions de CO2 liées au transport. Comme on a cette vision sur l'ensemble de notre chaîne à travers le monde, que ce soit de la production à la distribution, on peut avoir du coup un calcul intéressant de notre empreinte carbone dans la data platform. Donc, les enjeux de Servier pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fait, sont drivés par une volonté de réduire de 25% nos émissions d'ici 2030. Si on regarde la décomposition de ces émissions par scope, on se rend compte que c'est évidemment le scope 3, avec beaucoup d'achats, qui va nous générer cette empreinte carbone. Et donc, du coup, la découpe de cette ambition en des objectifs plus ciblés a attribué une ambition de réduction d'une vingtaine de pourcentages pour le transport d'ici 2030. Si on veut atteindre cette réduction, on se rend compte assez rapidement que le report modal de l'avion vers le bateau est un des principaux leviers. Ici, pour illustrer ça, j'ai affiché deux graphiques qui représentent la même chose, c'est la répartition du transport chez Servier. À gauche, c'est la proportion en fonction de tonnes-kilomètres, donc c'est vraiment la quantité en masse que j'ai déplacée sur la distance, multipliée par la distance que j'ai déplacée, donc c'est vraiment l'unité de transport, on va dire, un peu de base. Et puis à droite, c'est la même chose, mais en équivalent CO2. Comme l'avion est extrêmement plus émetteur, en fait, on se rend compte que tout de suite, les 27% qu'on a de part d'avion, en fait, font 85% de notre empreinte carbone. Donc réduire et passer de l'avion au bateau a tout de suite un intérêt gigantesque pour la réduction et l'atteinte de nos objectifs. Donc du coup, ce qu'on a souhaité proposer, c'est un outil unique qu'on a développé avec la Data Factory et différents métiers. On l'a développé avec trois grands principes. En fait, on a appliqué l'approche agile qu'on applique toujours à la Data Factory. Le principe, donc, c'est vraiment d'apprendre en marchant, d'utiliser la courbe d'apprentissage à la fois du métier et de la Data Factory sur ces données, de ne pas chercher à développer tout de suite un outil complet sur ce scope, mais commencer par mesurer tout d'abord des tonnes-kilomètres sur un périmètre restreint, l'étendre petit à petit, rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure et embarquer les différentes équipes. Les différentes équipes, justement, j'y viens, c'est un des deuxièmes piliers de cet outil, ça a été d'avoir un outil transverse, multi-équipe. Du coup, là-dessus, on a voulu avoir les équipes à la fois achat, supply chain, distribution et RSE qui travaillaient ensemble autour d'un même outil. L'intérêt derrière, c'est à la fois d'embarquer toutes ces équipes opérationnelles autour du sujet de la réduction de l'empreinte carbone, mais aussi de leur donner un outil capable d'être juge de paix et de ce qu'on appelle single source of truth. Le principe de base, c'est que du coup, tout le monde parle la même langue, tout le monde est d'accord sur les mêmes chiffres et l'empreinte carbone qui est calculée pour le rapport extra-financier RSE va en fait être basée sur les mêmes chiffres que les expéditions que la distribution va suivre. Donc on a vraiment une unité et une cohérence dans la donnée qu'on affiche aux différentes équipes. Et enfin, le dernier gros pilier, c'est l'intérêt d'avoir un outil qui est en temps réel. On est plutôt sur du J+1 dans les faits. Donc tous les matins, on va incrémenter en fait notre base de données. Et l'intérêt, en fait, c'est que du coup, on a un suivi de la performance qui est beaucoup plus facilité sur les différents indicateurs que je vais vous présenter par la suite. En fait, tous les mois, toutes les semaines, selon les différentes équipes, on peut suivre est-ce qu'on est en train de dériver de nos ambitions ou est-ce qu'on est en train de les tenir. Et donc du coup, pouvoir s'alarmer et analyser vraiment notre performance. Donc si on rentre un peu plus dans les différents user stories qu'on a essayé de développer à travers cet outil, la première, c'est évidemment de mesurer l'empreinte carbone de Servier pour son transport. Donc, comme je le disais précédemment, on l'a fait de manière incrémentale, à la fois en termes de fonctionnalité et de précision, mais aussi en termes de scope géographique. C'est un sujet qui est une approximation, donc on essaie de l'affiner au fur et à mesure. On allait assez loin dans l'approximation, mais au début, on avait quelque chose d'assez macro, où on estimait que l'avion décollait par exemple de l'entrepôt A pour arriver à l'entrepôt B. On était vraiment dans une estimation très macro, et on a affiné au fur et à mesure.
Donc là, ici, vous avez un visuel qui démontre un peu voilà, ce qu'on peut voir. En termes d'écran, on voit les différents types de transports utilisés à travers le monde. On a évidemment la tenue des objectifs, les ambitions, etc. Mais voilà, on donne aux équipes RSE la possibilité de suivre l'atteinte ou non des objectifs qu'on s'est fixés. Ensuite, après, le deuxième sujet qu'on a souhaité travailler, c'était de l'indicateur de performance qu'on a appelé le ratio R-MER. Le principe, donc, c'était à la fois pour les équipes RSE et les équipes distribution. Pour atteindre cette ambition, comme on a dit, on veut faire du report modal, passer de l'avion au bateau. Et donc, on mesure la part d'aérien et la part de maritime en excluant le routier. C'est vraiment le sujet de réduire l'aérien et de suivre, du coup, est-ce qu'on atteint ou pas des ambitions avec une target qu'on augmente chaque année pour ce KPI. Donc, on a un pilotage qui est mis en place au sein des différentes équipes pour essayer d'atteindre ces ambitions. On a souhaité creuser le sujet parce que vouloir réduire la part d'aérien, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux cas de figure différents. Il y avait l'aérien qu'on faisait parce que c'était ce qui était paramétré dans nos systèmes, donc par défaut, en fait, et parce que les équipes distribution n'ont pas d'alternative, on va livrer ce pays, ce médicament, toujours en avion. Et donc ça, en fait, le principe, donc si jamais on veut réduire notre part d'aérien, c'est d'essayer de proposer des alternatives. Et puis, on va avoir des cas de figure où ça va être de l'avion d'urgence, exceptionnel. Dans l'industrie pharmaceutique, la rupture, c'est très grave, on évite vraiment ça, et donc du coup, l'avion a un lead time beaucoup plus court et peut être favorisé en cas d'urgence pour éviter une rupture. Et donc, c'est ce qu'on va appeler l'aérien exceptionnel d'urgence. Donc, dans le use case suivant, on va proposer aux équipes de distribution en fait, de suivre déjà la part de paramétrage. Pour ces équipes-là, en fait, le but c'est de repérer quels sont les flux sur lesquels on a beaucoup de volume, donc on aurait intérêt à massifier ça dans du maritime, et pour lesquels, par contre, on a malgré tout beaucoup d'aériens paramétrés. Donc on regarde un peu une courbe théorique de ce qu'on devrait faire dans un monde où il n'y a pas d'urgence, et on voit si on l'atteint ou pas, nos objectifs qu'on se fixe de base. Donc ça, c'est une première user story pour les équipes de distribution. Et enfin, on a une deuxième comme user story sur le transport aérien, où là, c'est plutôt les équipes supply chain qui sont intéressées de regarder quand est-ce qu'on a eu besoin de faire de l'avion. Parce qu'en fait, il y a un processus de performance aussi là-dessus, où on va essayer de réduire ce recours à l'aérien d'urgence en identifiant des routes causes, et il y a une logique aussi de rétribution financière selon la responsabilité de la rupture. Si c'est la filiale qui a fait une mauvaise prévision, si c'est le site de production qui était en retard, on va imputer le coût supplémentaire de l'avion aussi à cette filiale. Donc il y a un enjeu financier qui apparaît aussi dans ce processus. Et enfin, comme je disais, on a voulu faire un outil qui soit un peu juge de paix. Donc on a fourni évidemment pour toutes les équipes la possibilité d'aller fouiller, d'aller creuser la donnée. On a du coup un peu cette page qui est vraiment la page d'exploration. On peut filtrer sur le périmètre, voir les données exprimées dans différentes unités et leur évolution temporelle. Donc voilà un peu les différents sujets qu'on a souhaité traiter avec notre outil dans la data platform de Servier. Merci beaucoup Louis, c'était très clair, très intéressant. On voit quand même qu'on... Enfin, déjà... Côté Argon, on est très fiers de vous avoir accompagné sur ce projet. Clairement, quand on voit l'état des lieux aujourd'hui, qui est, je pense que 90% des entreprises en fait, mesurent plutôt de façon réactive, à une maille annuelle, les émissions CO2 sans vision sur les leviers associés et ce qu'il faut faire à l'échelle opérationnelle. Je trouve que du coup, cet exemple que tu viens de nous présenter est une réponse assez, très impactante par rapport à cet enjeu-là. Donc un grand merci. On est resté sur, au fond, en revanche, on est resté finalement sur une maille assez opérationnelle, je dirais. On n'a pas parlé de projection, et donc je pense que ça va faire le lien avec la transition avec toi, Sébastien, qui va nous parler du projet que nous avons mené ensemble chez Ipsen. Ouais. Merci Damien. Et effectivement, le projet qu'on a travaillé ensemble finalement touche aussi la data, la donnée, puisqu'on avait 3 enjeux à adresser chez Ipsen. Donc premièrement, la mesure, la projection et ensuite effectivement la réduction. La mesure, c'est essentiellement un enjeu de compréhension finalement de notre empreinte et de nos émissions sur la partie supply chain, puisqu'on avait effectivement des estimations, des moyennes, des ordres de grandeur globaux au niveau de l'organisation, mais finalement, comme généralement on améliore que ce que l'on mesure, on a voulu, côté supply, comprendre précisément quels étaient finalement les chiffres, les données concernant nos émissions. Donc on avait cet enjeu de mesure. Ensuite, une fois qu'on avait cette première photo, qui était une photo statique,
l'idée, c'était de se dire comment est-ce que cette photo évolue dans le temps, sur le moyen terme, avoir une approche un petit peu dynamique, puisque le business évolue, les volumes changent, l'expansion géographique change également. Donc c'était de se dire, dans une dynamique encore une fois moyen terme, que devient cette photo, et du coup comment ensuite, donc le troisième enjeu, comment est-ce qu'on peut, à partir d'un scénario d'abord do nothing, c'est-à-dire si on ne fait rien, quelles sont ces émissions, mais ensuite en activant un certain nombre de leviers, comment est-ce qu'on peut baisser nos émissions pour Ipsen. Donc voilà les trois enjeux. Si on essaye peut-être de les détailler un petit peu plus. Donc pour le premier, sur la mesure, donc là on est vraiment finalement sur le même périmètre, un peu au cœur de l'aspect data qui était également partagé précédemment. Nous, les approches que l'on a suivies et que l'on a suivies ensemble, c'était de se dire, si on veut aller vers plus de granularité, vers plus de détails, vers plus de pertinence, il est important d'avoir une cartographie détaillée de nos flux, finalement de travailler comme pour Servier à la maille du flux, à la maille de la destination. Donc ça, c'était la première approche. Et la deuxième, et ça a été, je pense, un fil rouge tout au long de notre projet, c'est de travailler de façon étroite avec nos différents partenaires. Donc là, en l'occurrence, nos partenaires transport, puisque eux ont également déjà travaillé et ont fait des choses sur le sujet. Ils l'ont fait et ils le font généralement pour plusieurs de leurs clients. Donc c'était de s'appuyer sur leur expertise et très clairement sur une granularité de données que l'on n'avait pas forcément. Donc voilà les deux piliers sur lesquels on s'est appuyé pour finalement mesurer, construire cette photo, notamment pour 2022. En termes d'enseignement, donc une fois effectivement qu'on avait passé l'étape un peu de data crunching, d'analyse, finalement trois principaux enseignements. Le premier, c'était finalement la confirmation que lorsqu'on expédie par voie aérienne, donc sur des destinations lointaines, on a une part importante des émissions qui sont liées au packaging, au poids du packaging finalement. Donc ça, c'est une caractéristique un petit peu de notre industrie, de l'industrie pharmaceutique, donc de conserver, y compris durant le transport, nos produits sous conditions de température. Et donc effectivement, 70% est lié au packaging. Le deuxième enseignement, c'est finalement ce qui nous a lancé sur ce sujet, c'est la granularité. Donc là, on s'est rendu compte que par rapport à des estimations moyennes, lorsqu'on allait dans le détail, effectivement, on avait effectivement des émissions qui étaient multipliées par 6 par rapport à des facteurs un peu très macro. Et enfin, le dernier, c'est, je parlais un petit peu de l'expansion géographique, c'est une augmentation de nos émissions, tout simplement liée à notre expansion géographique. De façon assez simple, c'est de dire, à un moment donné, l'expansion se fait plutôt, ou le développement se fait plutôt sur des destinations lointaines, donc effectivement où les expéditions sont faites en aérien, et donc effectivement de par ce curseur qui change de position, effectivement on a une augmentation de notre empreinte. Donc voilà pour la partie mesure. Une fois qu'on a, comme je le disais, cette photo statique, on a voulu aller un cran plus loin et donc encore une fois se projeter sur le moyen terme et disposer d'un petit outil de simulation pour effectivement en fonction de nos volumes, en fonction de la répartition de nos produits, de la répartition géographique, encore une fois, mais aussi d'intégrer des évolutions technologiques, puisqu'effectivement, Damien, tu le disais, on a un certain nombre de choses qui ont été faites, des progrès qui ont été menés. C'est d'intégrer tout ça et de se dire, effectivement, horizon 2030, sur
scénario do nothing avec un certain nombre d'hypothèses. Qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, effectivement, et donc oui, on a un premier résultat, ça a été cette prise un peu de conscience d'une croissance une croissance attendue de nos émissions, essentiellement tirée par les volumes. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, donc on est plus solide, on a été plus solide sur nos données. On a été en capacité, ou on est en capacité de le projeter, de réajuster suivant les nouvelles hypothèses. Le troisième pilier, c'était la réduction. Donc identifier ensemble les différents leviers de façon assez pragmatique et assez holistique, c'est de dire, voilà, il y a beaucoup de leviers qui existent, mais lesquels font du sens et comment effectivement ces différents leviers peuvent potentiellement se superposer, s'additionner. Donc on en a identifié plusieurs qui sont voilà, des leviers assez classiques, hein, là aussi tu le citais, les biocarburants, le SAF, mais aussi des leviers peut-être un petit peu plus spécifiques à l'industrie pharma, notamment sur toute la partie packaging. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a initié durant le projet. Et évidemment, la partie efficience sur le transport route, notamment l'optimisation du remplissage, meilleure utilisation du groupage, moins de camions partiellement remplis ou partiellement vides. Donc voilà les différents leviers que l'on a étudiés. Ce qui était intéressant également, et on en avait déjà une petite perception, c'est de dire à un moment donné, quand on parle de levier, on parle assez vite coût. Et sur certains leviers, on s'est rendu compte que pour certains, effectivement, nécessitaient un investissement, mais pour d'autres, notamment sur la partie packaging, il avait finalement ce double intérêt de réduire nos émissions, mais également de réduire le poids transporté. Du coup, qui dit réduction de poids, dit réduction des coûts également. Si on zoome un peu sur peut-être le volet packaging, donc ça c'est effectivement un levier très, je dirais assez spécifique, mais là l'idée ça a été de se dire, encore une fois, un petit peu comme pour la partie data, de sortir un petit peu de la boîte et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire différemment pendant de nombreuses années, et ça fait beaucoup de sens et ça continue à faire du sens. L'idée, c'était d'aller vers la simplification et vers l'efficacité. Donc, c'était le fameux one size fits all. Donc, on avait une ou deux configurations de nos packaging que l'on utilisait pour toutes nos destinations à travers le monde. Et là, l'idée, c'est de commencer des réflexions et aussi des qualifications, puisqu'effectivement, dans l'industrie pharmaceutique, c'est pas du jour au lendemain qu'on bascule sur une configuration différente. On a des étapes de qualification, donc qui sont tout simplement des étapes de démonstration de l'efficacité. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais en tout cas, d'aller sur des configurations packaging qui sont différentes en fonction des pays, en fonction des saisons aussi, et avec effectivement des poids emportés qui sont réduits. Merci beaucoup Sébastien, très éclairant. J'ai envie de retenir trois choses finalement par rapport à ce que tu viens de nous partager. Le premier, c'est finalement l'importance de la mesure, et pas pour entre guillemets la beauté du geste, mais parce que finalement c'est ce qui a permis de pointer les leviers les plus efficaces, les plus pertinents. Oui. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et peut-être un petit benchmark, nous, nous, il n'est pas rare que quand on affine la mesure, on trouve des écarts substantiels. Ça peut être 30%, ça peut être plus parfois. Et donc, ça a vraiment de la valeur de faire ce type d'exercice pour finalement partir sur les bons sujets et affiner cette trajectoire aussi en termes de compliance. Le second point intéressant que je retiens, c'est l'importance de la projection pour anticiper. Effectivement, ça vous permet, cet outil de simulation vous permet finalement de piloter l'atterrissage et l'ambition sur laquelle s'est engagé Ipsen. Et puis, le troisième sujet que je trouve, qui bat un peu en brèche les idées reçues et que je trouve intéressant, c'est celui que tu as mis en avant sur les coûts. C'est-à-dire que, parce que pareil, idée reçue numéro 1, décarboner, ça coûte cher. C'est parfois le cas, mais dans les faits,
nous, on constate très souvent que finalement, la décarbonation va aussi dans le sens d'une réduction, d'une optimisation des coûts. Alors, il y a des choses, voilà, il y a des choses à revoir, le service, ici les packaging, ça ne se fait pas sans contrainte, mais à la fin, finalement, on arrive à aller dans les deux sens. Donc voilà, merci pour ton témoignage. Antoine, pour conclure le tour de table. Oui. Je vais te laisser nous parler du report modal. Oui, tout à fait, on parlait report modal et assistance numérique au report modal à travers le programme Appel d'Air, qui est un programme C2E, donc en convention avec l'État et l'ADEME, et iCargo Fondation, donc, qui est le porteur de ce programme. Donc l'idée, c'est d'offrir aux professionnels du transport et de la logistique une assistance numérique au report modal, donc d'utiliser la puissance du digital pour accélérer la transition énergétique, mettre des outils clés en main à la disposition des professionnels du transport. C'est un outil qu'on a créé entre professionnels du transport pour les professionnels du transport, en réunissant les expertises du secteur pour vraiment jouer ce jeu collectif de la décarbonation. Et sensibiliser au report modal, c'est un des leviers les plus immédiats, les plus puissants. On réduit les émissions de 90% avec le ferroviaire et 50% avec le fluvial. C'est quand même juste colossal. Voilà. Et on a des services existants et on a des services à créer. On a un plan de transport ferroviaire qui a disparu aussi depuis les années 60. La part de ferroviaire a baissé. Elle était de 60% dans les années 60 et elle est descendue à 9%. Elle est en train de remonter à 11%. Donc voilà, c'est une solution qui a déjà vécu un moment où elle était à l'échelle. Et voilà, l'avenir on dira collectivement ce qui va se passer dans le futur. Voilà, en tout cas, nous, on a mis en place au niveau de la filière, une plateforme d'échange de données centralisatrice avec des premiers jeux de données, les services existants, qui vont pouvoir être consultés par les entreprises, donc les directions supply chain, et aussi les organisateurs de transport et les transporteurs. Voilà, il y a vraiment une réappropriation du sujet collective et de formation autour de ces sujets-là. Voilà, donc pour en promouvoir l'adoption. On part d'un constat, c'est que les infrastructures sont moins connues. La route, on ne se pose pas la question pour une origine-destination. Pour le ferroviaire et le fluvial, quelles sont les infrastructures existantes, quels sont les gabarits, qu'est-ce qu'on peut transporter comment, quelles sont les contraintes, quels sont les prix d'opération. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément aujourd'hui très connu. On a un écosystème d'acteurs éclaté aussi, avec plusieurs couches, autant les transporteurs, les commissionnaires, on les connaît bien pour le routier. Pour le ferroviaire, comment je m'y prends, à qui je commande mon transport, c'est moins évident. Et on a plusieurs couches d'acteurs, donc on a des acteurs qui vont faire la location de locomotives, de wagons, des gens qui vont intégrer cette location dans un service et dans la mise à disposition en rotation de ce matériel-là, des entreprises ferroviaires, des opérateurs combinés qui vont mettre du pré- et post-acheminement en plus de ce service-là. Voilà. Donc il y a une certaine complexité et une décomplexification à opérer. On compte beaucoup aussi sur les commissionnaires de transport dans cette étape et aussi les cabinets de conseil. On a aussi une complexité à l'identification et l'éligibilité sur les flux. C'est pas évident à partir de mon plan de transport, de mes ordres de transport, tel qu'on l'a décrit, quand on a récupéré la donnée à partir de ces bases de données, comment est-ce qu'on va pouvoir tester son plan de transport, vérifier l'éligibilité de son plan de transport aux services existants et peut-être aux services futurs qui pourraient être créés de manière collective. Donc, un peu de concret. Un petit peu de concret, voilà, ouais, c'est ça, un peu de concret. On va parler d'outils, on veut voir. Voilà, tout à fait. Donc là, on est sur le site du programme Appel d'Air que vous pourrez découvrir. Vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit jusqu'au 31 décembre 2025. Vous pouvez avoir un accompagnement. Vous avez deux niveaux d'inscription, un niveau d'inscription individuel et un niveau d'inscription entreprise. Avec le niveau d'inscription individuel, vous pouvez lancer le moteur de recherche avec une origine-destination. Donc par exemple du Fougères Grenoble. Et on va voir ce que renvoie la plateforme comme résultat. Elle renvoie deux services existants, un opéré par l'AE Global Logistique et un par Naviland Cargo, avec des gares Rennes-Vénissieux, donc à origine la gare de Rennes, à destination la gare de Vénissieux.
On voit les techniques opérées, la caisse mobile, le conteneur 40 pieds pris en charge, les heures limites de remise et l'heure de mise à disposition en J+2 ou J+1 en fonction du service, les distances de traction, pré- et post-acheminement et le gain CO2. Donc de 67% ici. Donc ça c'est une recherche unitaire, c'est le moteur de recherche, c'est la première fonctionnalité. Et puis après, c'est des logistiques industrielles. Donc on a beaucoup de flux, beaucoup d'ordres de transport à consulter. Là on prend un exemple d'un fichier qui a été importé de 7000 lignes sur un périmètre assez français et européen. 7000 ordres de transport, ça peut correspondre à 6 mois, 1 an. Et on va découvrir leur éligibilité aux services ferroviaires et fluviaux. Donc vert, c'est essentiellement ferroviaire. 23 services ont été détectés. 26% des flux, donc de ces 7000 OT, sont éligibles et on peut exporter la donnée en Excel pour la manipuler et faire son plan d'action. On a une petite carte avec le détail par ligne. Voilà. Donc là, on a 3000 tonnes qui peuvent être pris en charge sur un service, par exemple, entre Marseille et Lyon. Donc 3000 tonnes, c'est pas négligeable. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Et la deuxième, c'est la mutualisation. Donc on va pouvoir reprendre notre jeu de données, nos 7000 ordres de transport, et cette fois-ci découvrir l'éligibilité à des services prospectifs qui peuvent être créés avec d'autres chargeurs, peut-être avec des commissionnaires de transport aussi. Voilà, donc là on a 96 services qui ont été identifiés. Bon, le plan de transport en France n'est pas couvert à 100%, loin de là, on est plutôt à 38%. Donc voilà, là par exemple, on a entre Toulouse et Lyon, il y a la possibilité, il y a 770 tonnes sur mon jeu de transport qui pourraient être pris sur ce service existant et qui pourraient être mutualisés avec 1787 tonnes d'autres chargeurs ou d'autres remettants. Voilà. Désolé, c'est un peu au pas de course, mais c'est pour vous donner envie d'aller sur la plateforme. Encore une fois, c'est gratuit, n'hésitez pas, voilà, c'est très puissant, ça va très vite. Et ça donne une visibilité instantanée sur votre plan de transport. On a aujourd'hui plus de 130 entreprises connectées, que des grands groupes principalement. Donc toutes les marques auxquelles vous pouvez penser sont déjà connectées sur cet objet. On vous invite aussi à profiter de l'accompagnement du premier forfait qui est gratuit dans le cadre du programme Appel d'air. Donc un cabinet de conseil peut vous accompagner pour travailler donc en amont votre schéma, votre plan de transport, votre schéma directeur, et d'intégrer cette logique-là. Peut-être aussi entrer après dans une logique plus opérationnelle, comment exploiter ces résultats-là, d'un point de vue achat, comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place ces solutions-là. Est-ce que vous allez donner le diagnostic à votre commissionnaire et vous allez lui demander une cotation ou d'intégrer ça dans son offre? Est-ce que vous allez commencer par une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes sur un axe et demander des cotations rapides, trouver le bon commissionnaire ou le bon opérateur ferroviaire? C'est pas évident, il y a besoin d'accompagnement. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation. C'est un vrai game changer en fait. Alors j'ai un peu exagéré en disant 3 clics, je pense qu'on est un peu plus. C'est pas loin. Mais on n'est pas loin. Et moi je repense avec émotion, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, je me vois transpirant à contacter des transporteurs un par un avec des flux pour leur demander comment on fait, etc. Et là je trouve que cet outil vraiment c'est formidable pour accélérer le report modal. Ça fait gagner un temps fou. On l'utilise sur l'ensemble de nos schémas logistiques maintenant quand on veut qualifier l'éligibilité et cette couche supplémentaire qui permet de, au fond, identifier les potentiels de mutualisation, c'est pareil, c'est vraiment une parfaite illustration de la data au service de cet enjeu de la décarbonation. Donc un grand merci à toi. Tourner vers Quentin, à qui tu as la lourde charge de faire une synthèse de tout ce riche tour de table. Non, déjà, en tout cas, merci à tous les trois pour votre participation et puis ces échanges qui étaient quand même passionnants et très innovants et concrets avec vos différents projets. Donc c'est quand même important de le mettre en avant. C'est aussi des innovations ou des thématiques qui sont peut-être pas forcément ou suffisamment déployées auprès de tous les clients ou toutes les entreprises. Donc c'est un point important. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a différents dénominateurs communs qu'on a sur chacun de vos projets ensemble. C'est que le premier, c'est que la visibilité, elle est au cœur de vos opérations et de vos projets. Sur 2 aspects. Le premier est bien évidemment l'exploitation de la visibilité étendue et du transfert de l'information et de la donnée pour pouvoir l'exploiter. Et on a parlé
on a entendu déjà à 2 reprises, par exemple, les modèles de calcul ou les modes de calcul qui sont trop macro dans un premier temps et qui permettent justement d'affiner cette vision pour pouvoir rentrer dans l'action et entreprendre, vraiment identifier les bons leviers. Et le deuxième aspect qui était important aussi sur cette visibilité étendue, c'est la collaboration qu'on a mentionnée tout au long de ce webinaire, que ce soit avec Servier, avec Ipsen, mais également avec AI Cargo, au sens où la collaboration et le libre-échange entre guillemets de la donnée permet dans un premier temps aussi de pouvoir identifier les bons leviers, le report modal et également aussi potentiellement les mutualisations plus larges au-delà de mon entreprise, qu'elle soit dans un écosystème de différentes entreprises et de différents chargeurs. C'est un point quand même qui est très important et que vous avez tous partagé au fur et à mesure de vos projets. Le deuxième aspect, c'est l'empreinte carbone comme levier de performance. Mine de rien, vous avez toujours mis au sein de votre projet l'empreinte carbone comme un point important à mettre en avant. Très souvent, et historiquement, c'est quand même le triptyque qualité, coût, délai qui ressort le plus. Et de plus en plus aujourd'hui, depuis de nombreuses années, l'empreinte carbone et l'empreinte CO2 devient, entre guillemets, un autre levier de performance, le quatrième, au même titre que les 3 autres. Je dirais que dans un dernier point, on va dire, sur la vision un peu plus long terme, aujourd'hui, on est encore dans une vision peut-être de cockpit de pilotage, de pouvoir avoir cette vision et de rentrer petit à petit sur vraiment ce pilotage opérationnel. Et si on va un petit peu plus loin, en fait, demain, ce qu'on va avoir, et ce qu'on devrait avoir, c'est notre conviction en tout cas chez Argon, c'est que les nouvelles technologies aussi, que ce soit l'intelligence artificielle générative ou autre, vont permettre aussi d'aller plus loin pour pouvoir, dans un premier temps, donner les clés justement de collecter, structurer, analyser de la donnée rapidement pour pouvoir la mettre en avant et prendre une décision humaine, mais même encore beaucoup plus loin, c'est de se dire, justement, cette IA générative va permettre aussi, dans un premier temps, de mettre en avant et de prendre les décisions au fur et à mesure de l'entreprise, avec ce quatrième levier en parallèle des 3 autres, parce qu'on a parlé tout à l'heure, par exemple, en regardant même avec AI Cargo, que on voit cette vision de lead time, par exemple, à J+1, à J+2 et l'impact sur l'organisation. Du coup, le soft process automation qu'on appelle chez nous et qu'on a introduit également dans notre webinaire il y a quelques jours, numéro 6, va permettre dans le futur de le mettre en exergue. Du coup, en tout cas, merci à tous pour cette présentation. On va passer sur cet aspect de questions-réponses et on va prendre les questions au fur et à mesure. Alors, une première question. Quelle part de l'empreinte carbone est liée au transport dans les ambitions de réduction de l'entreprise? Quel pourcentage ramené au global? Alors, sur le périmètre de l'étude et du projet qu'on a mené, donc sur les données 2022, la part de l'empreinte de la partie supply que l'on a analysée, c'est à peu près 30% du scope 3, donc pour l'organisation, 5600 tonnes équivalent carbone sur les chiffres 2022. Ok. Alors, toujours quand on parle d'Ipsen, quel levier avez-vous rapidement mis de côté à ce stade pour des freins de technologie, pour des raisons de freins de technologie ou autres? Alors, je dirais on n'a pas forcément mis de côté. Par contre, on a plutôt démarré par les plus rapides à mettre en œuvre. C'était pas forcément là où on avait les gains les plus importants, mais en tout cas les quick wins, ce qu'on appelle généralement les quick wins, donc sur la partie route, parce qu'on souhaitait aussi conserver et poursuivre une dynamique de changement et de transformation sur ce sujet. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des résultats et de démontrer des choses concrètes. Donc on a démarré sur la partie route avec effectivement des qualifications d'entrepôts cross-dock supplémentaires pour ajuster nos routes. Sur certaines liaisons que l'on avait identifiées, effectivement, en allant typiquement sur la ligne et sur la destination, on avait vu qu'on avait des leviers ou des capacités à mieux optimiser, donc faire plus de groupage là où on faisait du moyen dédié, par exemple.
Voilà, donc ça a néanmoins nécessité pas mal de discussions et d'échanges avec différentes parties prenantes au niveau de l'organisation, puisque encore une fois on était sur des un peu comme pour Servier, sur des choses un peu historiques. Voilà, on a toujours fait comme ça, donc on continue à faire comme ça. Donc là, quand il s'agit de changer, il faut expliquer, donner un peu de contexte. Donc ça, c'était un petit peu pour les quick wins, mais on a aussi souhaité très rapidement, notamment travailler sur le sujet packaging, où on voyait des bénéfices assez majeurs, hein, effectivement d'empreintes, mais aussi de coûts. Là, on était sur un temps un peu plus long, puisqu'effectivement, il y a des aspects de qualification, de démonstration d'efficacité, et puis on partait un petit peu d'une feuille blanche, donc on avait quelque part évalué travailler les chiffres, mais ensuite il faut le concrétiser sur le terrain. Donc on a démarré avec effectivement quelques pilotes prévus pour début d'année prochaine, sur des liaisons en particulier et probablement sur des saisons, sur des périodes de l'année un peu différentes. Là aussi pour bien gérer la partie bénéfice-risque aussi, puisque l'idée c'est effectivement de démontrer l'efficacité, d'avoir des résultats. Donc il faut effectivement bien évaluer le cadre dans lequel on le fait. Une question pour Servier. Au-delà de l'exemple qu'on a vu, comment cet outil a-t-il été reçu au début, du point de vue de l'adhésion, de l'utilisation? Est-ce qu'elle a été facile et rapide pour les utilisateurs opérationnels, et quelles statistiques a-t-on au regard du taux d'utilisation? Alors du coup, Servier, l'avantage c'est qu'on a fabriqué cet outil dans l'approche agile avec beaucoup d'équipes. Donc tout de suite, en fait, dès le début, on avait un MVP qui tournait, qui était utilisé, et on a suivi la croissance. C'est un outil Power BI qu'on a mis en place, et Power BI permet le suivi justement des statistiques d'utilisation, et on a pu justement suivre cet usage. Donc on s'assure tous les mois que tous nos outils sont utilisés régulièrement, on s'assure qu'il n'y ait pas de baisse ou autre, et donc du coup, on a un processus d'un outil qui est vraiment vivant. Donc au-delà de ça, au-delà de s'assurer qu'il est regardé, qu'il est suivi, on a des retours régulièrement qu'on fait auprès des différentes équipes métiers. Ils viennent nous solliciter aussi en cas de besoin d'analyse. Par exemple, juste avant, Ibsen parlait de refonte potentiellement de certains schémas directeurs ou autres. On a un bloc de données qui contient toutes les expéditions proprement mises, avec les distances, avec les quantités, les masses, et on a aussi toutes les notions de budgétaire. Donc on a fourni toutes ces données-là aussi. C'est un de nos autres axes de travail qu'on a à la Data Factory, de donner clé en main un peu des bases de données pour l'analyse des métiers, et donc permettre de se dire est-ce que ce nouveau schéma directeur marchera bien ou pas. C'est pas forcément des outils qui vont très bien dans du Power BI, parce que c'est pas du répétitif, c'est pas quelque chose qu'on veut suivre comme de la performance de ce qu'on a fait, mais donc on a une bonne collaboration avec nos équipes métiers, et on continue à l'avoir parce qu'on considère que ces produits sont vivants et on va les revoir régulièrement là-dessus. Ok, très clair. Est-ce que vous avez implémenté, toujours pour Servier, des outils opérationnels de support à la prise de décision pour l'opérateur, quelles en sont les prochaines étapes? Alors, pour la partie vraiment très opérationnelle, on est toujours dans une couche plutôt analytique Data Factory. On va être dans un J+1, comme je disais. On est branché à des ERP. Donc, les prochaines étapes vont plutôt être de poursuivre l'analyse sur différents axes. On peut parler, par exemple, de projets TMS au sein du groupe, et donc, du coup, se brancher et rajouter ces données plus fines d'un TMS directement à la data platform, de fusionner, en fait, les données. C'est l'intérêt des couches de Business View, en fait, qui permettent de faire tampon, et donc, on uniformise, et peu importe le système source, que ce soit un ERP ou un TMS, on a quelque chose ISO pour les utilisateurs. On a des sujets sur lesquels on peut travailler aussi de projection un peu similaires à ce qu'a pu faire Ibsen. On a dans la Data Factory évidemment tous les budgets qui sont bien mis, donc essayer de se dire des scénarios on garde le même mix de transport et voir ce qui vient, c'est des choses qui ont été évoquées, pas encore priorisées dans les différents chantiers qu'on a, mais c'est sûr que je pense que d'ici quelques semestre, on va dire, on aura l'occasion de travailler dessus. Et enfin, j'ai parlé des transports aériens d'exception. Actuellement, c'était un sujet qui était vraiment pas maîtrisé parce que c'était très nouveau pour le métier, donc souvent on va pas trop vite. Il y a une courbe d'apprentissage pour le métier aussi à prendre en compte. Donc là, on leur a donné en main la donnée, et en prochaine étape, on envisage d'aller peut-être un peu automatiser un pré-responsabilité, parce qu'on a des notions sur la prévision. Donc si la prévision était mauvaise, on peut le savoir, un peu pré-traiter et pouvoir suivre justement les routes causes de ces transports aériens d'urgence. Alors, une question pour AI Cargo. Quelles sont les tendances récentes, actuelles du marché ferroviaire et fluvial? Et quelles sont les perspectives?
Alors, justement, l'actualité peut se suivre sur la plateforme pour lui faire un petit peu de pub. Et ça fait partie aussi de l'intérêt de maintenir un taux d'usage de la plateforme, puisque le plan de transport évolue tous les jours. Il y a de nouveaux services qui sont ajoutés, détectés ou créés. Et donc, il y a vraiment un dynamisme, on le voit au niveau du plan de transport en France et au niveau européen. Donc, toujours pour AI Cargo, quelle est votre vision et votre approche avec les TMS du marché au sens est-ce qu'ils ont une vocation à se développer sur ces fonctionnalités et est-ce que vous avez prévu, par exemple, de vous interfacer avec eux? Gros sujet de discussion. Fonctionnellement, c'est intéressant et les utilisateurs le demandent. Est-ce que ça sera un add-on du TMS? On a des tendances de marketplace aussi sur les TMS, donc est-ce que ça va s'inscrire dans cette logique-là? Ou est-ce que ça sera intégré directement dans les écrans opérationnels? Voilà. Bon, on est peut-être sur des phases de diagnostic et on n'est pas forcément dans le temps de l'opérationnel, on est plutôt sur des temps plus amont. Donc voilà, de BI, on en a parlé. Voilà. Une autre question de l'audience, toujours pour AI Cargo, existe-t-il des solutions de report modal pour du transport messagerie 1 à 3 palettes en France? Merci pour cette très belle question. Elle est superbe, c'est vrai, ça serait vraiment l'objectif du programme d'y arriver. Alors on travaille sur plusieurs plans de transport qui le permettraient et avec des gens qui ont opéré ce plan de transport par le passé. Voilà. En ferroviaire, voilà, et ça a existé. Ok, toujours pour AI Cargo, avez-vous en vision également de vous développer sur une visibilité étendue de multimodal? Oui, dans la logique de l'association, oui, on peut dire ça pour accompagner les supply chains, voilà, dans une logique de filière et de servir donc les directions logistiques et transports. Voilà. Donc toujours à iCargo, est-ce que vous avez dans l'idée de vous mettre en intermédiaire de transactions entre les chargeurs et les transporteurs? C'est une question aussi en débat au sein de l'association, donc qui est collégiale, il y a des décisions collectives. C'est pas forcément l'intérêt d'une fondation de le faire à long terme. Par contre, sur du court terme, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On fait de l'intermédiation, mais de manière gratuite. Faut-il attendre des évolutions des offres du marché sur ces convictions? Que faut-il attendre des évolutions des offres du marché sur ces convictions avec les TMS? Alors, j'ai pas bien compris la question. Alors, si je comprends bien la question, à mon avis, c'est les évolutions entre guillemets des systèmes d'information, donc TMS, Transport Management System, et entre guillemets notamment sur ce pilotage du CO2, bien évidemment, en fait aujourd'hui, par rapport sûrement au marché, si je comprends bien la question, nous avons dit il y a différentes solutions et de plus en plus du coup les solutions de TMS s'approprient ou s'interfacent avec des solutions, que ce soit, alors je vais en citer quelques-unes, que ce soit TK Blue, que ce soit Ecotrans IT ou d'autres, pour pouvoir justement capter cette information et calculer et avoir ce cockpit de pilotage de CO2. Peut-être le point clé, c'est peut-être quelles seront les évolutions de demain, au sens où aujourd'hui justement, est-ce qu'on a cette capacité à s'interfacer au sens étendu avec des entreprises qui ont des TMS, parce qu'on se rappelle encore une fois que les TMS ne sont pas suffisamment déployés au sens large et que beaucoup encore d'activités se fait au-delà des systèmes d'information. Mais du coup, c'est peut-être un des points par rapport à vos entreprises qui avaient du coup le projet TMS. On peut peut-être commencer par Servier, que vous mentionnez. Du coup, nous, on a en effet un projet TMS qui est en cours, enfin un TMS qui est déjà déployé et qui est en cours, mais on n'a pas une exhaustivité en fait des flux dans ce TMS, on n'a pas une exactitude aussi. Donc la Data Factory, justement, on permet de centraliser, que ce soit un flux dans une petite filiale locale ou que ce soit justement tout ce qui va être géré par ce TMS, d'avoir cette donnée-là qui est remontée. Évidemment, si le TMS a un suivi plus fin, on est capable de récupérer cette donnée et de remonter directement l'empreinte carbone calculée, pas la recalculer derrière. L'idée, c'est qu'on peut afficher dans un seul endroit une valeur, et encore une fois, toujours ce rôle de single source of truth qu'on veut avoir. Oui, c'est vraiment ça la valeur de votre data platform, cette capacité à agréger différents flux de différentes origines, à mettre en qualité la donnée et à l'analyser. Voilà, et à l'analyser finalement multi-axe et pas juste sur un segment que serait le CO2. Déconnecté du reste, non, c'est le CO2, les taux de remplissage, la ratio air-mer, le taux d'urgent, etc. Ouais.
Et en prenant en compte également le mode de transport, parce qu'on parlait juste avant avec AI Cargo sur du ferroviaire ou du fluvial, mais selon en plus les TMS qui sont déployés que vous utilisez, vous n'avez peut-être pas toutes les modes de combinaison qui sont possibles en termes de modalités de transport, et que du coup, la plateforme que vous avez mis en place permet justement de se connecter à différents modes de transport pour collecter cette donnée, l'agglomérer et avoir une vision globale. Exactement. Alors, on en a fini avec les questions de l'audience. Peut-être un tour de table pour conclure. Tu veux commencer, Nicolas ? Non, moi, je suis impressionné effectivement par les différents intervenants, leur capacité à se remettre en cause et toujours en cherchant de la valeur. Parce qu'on peut dire, comme le disait tout à l'heure Damien, on pourrait dire on a effectivement une vision très reporting CO2, mais on voit bien qu'on est passé à l'étape d'après avec une vision très opérationnelle et en recherchant effectivement des leviers d'amélioration. Donc je trouve que c'est très positif. Ça dépoussière un peu l'idée qu'on pouvait se faire du reporting pour du reporting. Donc, je peux prendre la main. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Je pense que ça a été important et ce qu'on a vu aussi, c'est que c'était très intéressant de pouvoir voir, entre guillemets, aussi différentes problématiques que vous avez sur vos différents projets, mais que on a ces différents points sur la visibilité étendue au sens large de la collaboration et vraiment le CO2 au sens comme cœur de performance aussi de votre entreprise dans le futur, qui permet justement tout au long de ces différents projets qu'on a menés ensemble de pouvoir le mettre en avant. Et c'est aussi un des points importants, au-delà d'identifier le bon levier, puisque on a mentionné que ce soit les différents types de carburants, passer beaucoup plus sur du biocarburant, sur du SAF ou autre. Il faut en fait avoir une vraie vision stratégique et opérationnelle à un instant T pour pouvoir les identifier et justement prioriser, comme vous avez mis en œuvre, les bons points clés à mettre en avant et les bons leviers à activer pour votre entreprise. On a d'autres personnes qui... Vous souhaitez rajouter quelque chose ou je conclus? On peut peut-être parler de l'épisode. Très bien, avec plaisir. Quand même un mot de conclusion de ma part, moi je trouve que cette session effectivement était très riche et porteuse d'espoir, en tout cas sur un sujet qui est quand même extrêmement important. Voilà, on espère que cette session vous a tous donné envie d'agir et encore mieux donner des clés pour agir sur cet objectif stimulant, passionnant et porteur de sens qu'est la décarbonation. Effectivement, si vous avez envie de creuser d'autres sujets plus largement sur les applications de l'innovation aux opérations, je vous invite à consulter les replays des différents webinaires. On est déjà à l'épisode 9 aujourd'hui. Il y avait l'épisode 6 sur le Gen AI par exemple, il y en a plein d'autres sur d'autres thématiques, les achats, le manufacturing, etc. N'hésitez pas. Et si la logistique du futur est un sujet qui vous passionne, ne ratez pas le webinaire qui aura lieu demain avec ce titre très autoporteur, on va dire, comment faire face aux défis de pénurie de main-d'œuvre et de foncier. Voilà, donc on vous donne rendez-vous demain pour la suite. Merci à tous. Merci. 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 Très bonne journée.